Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est la partie 2 de la vidéo sur l'équipage de Joy Boy. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir avant. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Look Pause à la recherche du One Piece. Avant de commencer la partie 2, voici un bref résumé de la partie 1 pour ceux qui auraient vu la vidéo quand elle est sortie et qui auraient oublié ce dont on avait parlé. Vous le savez, Joy Boy a existé il y a de cela 800 ans et il était contre le gouvernement mondial, mais nous n'avons jamais réellement su qui il était, ce qu'il a fait et qui étaient ses compagnons. Dans la partie 1, nous avons abordé le sujet de ce qu'était la piraterie il y a 800 ans, de son concept, de l'envie d'aventure et de liberté de Joy Boy qui s'est retrouvé face à des opposants dignes de ce nom, Im-sama et le gouvernement mondial. On a aussi abordé qui aurait pu faire partie de son équipage. En premier, on avait parlé de Zunisha bien évidemment, on a aussi abordé le sujet des Kozuki et du fait qu'un Kozuki aurait pu accompagner Joy Boy à la manière d'Oden avec Roger, pour justement laisser des traces écrites des aventures du grand Joy Boy il y a 800 ans. On a également évoqué le fait que Toki aurait pu faire partie de l'équipage de Joy Boy ou naître sur ce navire n'ayant jamais connu son pays natal, Wano Kuni, mais ayant été envoyée du siècle oublié à nos jours. Elle avait une mission qui selon moi lui avait été donnée par Joy Boy, son capitaine, ou du moins le capitaine de ses parents. Un élément intéressant que nous avions abordé, c'est que chaque membre clé de l'équipage de Joy Boy aurait eu une mission à accomplir. Zunisha devait se rendre à Wano Kuni à l'arrivée du nouveau Joy Boy. Toki devait se rendre vers le futur pour une certaine raison qui était sûrement celle de vérifier que la prophétie allait se passer comme prévu. Les Kozuki auraient donc fermé les frontières de Wano Kuni sur ordre de Joy Boy pour être le seul pays du monde à ne pas être sous l'emprise du gouvernement mondial. Les Minks devaient abriter un des Road Poneglyphs et sont liés à Zunisha. D'ailleurs, on a même abordé le fait que les Minks et les Kozuki se sont alliés d'amitié et que les Minks sont devenus les vassaux des Kozuki il y a de cela 800 ans justement. Bref, vous l'avez compris, on a abordé des points très intéressants qui sont pour l'instant tous sans réponse. Si vous n'aviez pas encore vu la partie 1, je vous invite vivement à aller la voir et à revenir sur cette partie 2 parce que tout ce dont je viens de parler n'est qu'un petit résumé. Continuons sur la partie 2. Dans la première partie, on a abordé tous les éléments autour de Joy Boy. Mais au final, qui est ce Joy Boy? Commençons avec la première théorie, Joy Boy est un envoyé des dieux et seul Indy est digne d'être l'élu et donc la représentation de ce dernier. Une idée qui se tient totalement quand on connaît le fruit de Luffy, le fruit mythique de Nika, le dieu soleil. On pourrait aussi supposer que Joy Boy lui-même soit à l'origine de tout et qu'il était en quelque sorte un dieu sur Terre ayant transmis sa volonté à une personne qui naîtra que 800 ans plus tard, Monkey D. Luffy. Un dieu car il aurait eu un fruit qui surpasserait tout entendement, pouvant lui permettre de pouvoir transmettre sa volonté à n'importe quelle personne, à n'importe quelle époque. Le fruit justement de Nika, le dieu soleil, qui serait nul autre que Joy Boy. Nika, une figure emblématique connue tant par les hommes poissons que par la population des îles célestes. À la manière aussi de Joy Boy qui a promis à la princesse Sirène de libérer le peuple des hommes poissons. Une promesse gravée sur la pierre, sur un poneglyphe. L'origine des poneglyphes. L'univers de One Piece est vaste et regorge d'inspirations mythologiques et religieuses. Lady, le siècle oublié, Joy Boy, les armes antiques, les poneglyphes, etc. Oda est un écrivain très futé et qui prépare tout depuis plus de 20 ans. Il est clair que nous serons plus que surpris lorsque les mystères du monde nous seront révélés. Et ces mystères seront révélés par l'intermédiaire de la lecture des poneglyphes, des pierres taillées par les Kozuki qui transmettent ce savoir de père en fils. Un savoir donc très restreint et des connaissances dont seuls les Kozuki ont la clé. Du moins, ça c'est sans compter sur des personnes telles que Nico Robin et des scientifiques d'Ohara qui ont pu déchiffrer cette langue. Malheureusement, cela leur a valu un Buster Call ordonné par le gouvernement mondial car, après tout, il ne faudrait pas que les gens découvrent l'histoire du siècle oublié. 100 ans d'histoire effacée des annales, mais une histoire qui n'a pas pu être totalement détruite, étant inscrite sur les poneglyphes dans les 4 coins du monde. Mais ce qui nous intéresse principalement, c'est le Rio poneglyphe que Robin lira sur Loftel. Un poneglyphe expliquant toute l'histoire, une histoire que Roger et son équipage ont lue, une histoire qui les a fait pleurer de rire, une histoire digne d'être celle de quelqu'un qui aurait été, tel Luffy, le possesseur du fruit de Nika, le dieu soleil qui met un sourire sur le visage des gens, ou encore l'histoire directement de ce dieu soleil. En parlant de Joy Boy, il y a une question qui me turlupine depuis un moment déjà. Zunisha est très important, on le voit au point où personnellement je pense qu'il forme une arme antique avec Momonosuke, mais dans ce cas,
Pourquoi et comment aurait-il été maudit? La malédiction de Zunisha. Eh bien déjà, il faut savoir si cette malédiction a été reçue de la part de Joy Boy ou si elle lui a été infligée par Im-sama. Après tout, Im-sama comme Joy Boy auraient pu le punir dépendant de leur capacité et de leur pouvoir. Beaucoup pensent que Zunisha aurait été puni par les Kozuki ou par Joy Boy, donc par ses coéquipiers. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien par exemple, il pourrait avoir refusé de participer à une guerre opposant Im-sama et Joy Boy. Une guerre qui aurait pu être gagnée avec lui mais qui s'est malheureusement déroulée sans ce dernier. Imaginons que Zunisha ne se soit pas rendu car bloqué par quelqu'un ou quelque chose l'empêchant d'y aller, mais que personne ne l'ait su. Ou encore, qu'il ne s'est pas rendu de lui-même ne voulant pas faire la guerre car il connaissait peut-être le résultat de la bataille et savait que son parti ne pouvait pas gagner. Zunisha a sa propre conscience. Il n'a pas à obéir au doigt et à l'œil à Joy Boy. Et la malédiction serait alors un châtiment de la famille des Kozuki et c'est pourquoi seul Momonosuke peut communiquer avec lui et même lui donner des ordres. Car à l'époque, il a refusé de participer à cette bataille. Une possibilité non négligeable, mais il faudrait comprendre pourquoi Zunisha n'aurait pas participé à cette guerre. Personnellement, je ne vois pas Zunisha ou n'importe quel autre nakama important de Joy Boy refuser de rejoindre la guerre. Ce serait considéré comme une trahison et je suis moins fan de cette idée. C'est pourquoi je préférais que la malédiction lui ait été infligée par Im-sama justement. La cité perdue. La cité perdue a été découverte sur Skypiea par Robin. Le chapitre le plus important est le 272 où Robin nous fait part d'une partie du texte du poneglyphe qu'elle a trouvé. Cet endroit a été détruit il y a 800 ans car les gens de la cité d'or de Chandora protégeaient un poneglyphe. Robin dit même qu'il s'agit d'une cité prospère qui a tout fait pour protéger l'histoire. On peut même voir dans ce chapitre 272 que des caractères des poneglyphes ont été inscrits sur de la simple pierre, étonnant Robin. Après tout, ces caractères se retrouvent gravés sur une simple pierre sur une île céleste alors que les tailleurs de pierre initiaux sont les Kozuki. Cette cité a été propulsée aux cieux 400 ans plus tard, après sa destruction par le Knockup Stream, donc les caractères ont de base été inscrits par des habitants de la mer Bleue. Et selon moi, il est clair que durant ces aventures, Joy Boy et son équipage sont passés par la cité d'or de Chandora et que c'est le Kozuki qui a accompagné Joy Boy qui a inscrit les caractères sur la pierre et sur la cloche d'or. Au final, à la manière de Oden qui a inscrit également sur l'or les mots que Goldie Roger lui a dit d'écrire. Ce qui a valu la destruction de cette cité, c'est quand le gouvernement et Im-sama ont commencé à effacer l'histoire de ses 100 ans. L'histoire qui mettait en avant Joy Boy et ses nakama. Une histoire que le gouvernement ne voulait pas laisser s'ébruiter et se devait d'effacer pour leur suprématie. De cette manière, ils ont commencé à faire le ménage, souhaitant détruire carrément les poneglyphes, mais chose qui leur a été impossible. A contrario, ils devaient aussi effacer les souvenirs des gens, une chose plus compliquée mais qui se résout si une personne est tuée avant de pouvoir raconter une histoire. Vous le comprenez donc sûrement, mais selon moi, comme ils ont tué tout le peuple d'Ohara avec un boss circle, ils en ont fait de même avec d'autres peuples. D'autres gens qui attendaient d'être libérés par le dieu soleil Nika, le Joy Boy qui devait libérer les opprimés. Mais au final, un souvenir, une figure emblématique ne peut jamais être complètement effacée. Et ça on l'a compris vu le culte qui est loué au dieu soleil sur les îles célestes ou encore dans les profondeurs de la mer et même sur Terre. On pourrait aussi supposer une toute autre chose. Cette cité d'or de Chandora abritait un autre secret. Non pas un secret sur l'histoire de Joy Boy, mais une lourde vérité sur Im-sama et le gouvernement mondial. Dans ce cas, Joy Boy aurait découvert la vérité et cela n'aurait pas plu à Im-sama. Elle aurait donc décidé en tuant Joy Boy de cacher la vérité au monde entier. Une lourde vérité qu'on ne connaît pas mais qui vaudrait la chute du gouvernement mondial et des dragons célestes si elle venait à être découverte. Une vérité qui n'a pas disparu mais qu'il faut découvrir car les compagnons de Joy Boy l'ont transcrite sur les poneglyphes. Le professeur Clover, qui était un génie selon Hailey, lui-même parlait notamment d'un royaume dont le nom ne nous a pas été donné et que le gouvernement mondial, comme à son habitude, cache. Le professeur Clover a directement fait face aux Gorosei en leur disant qu'il avait compris que l'histoire oubliée a été inscrite sur les poneglyphes pour être indestructible. Il en conclut que ceux qui ont écrit l'histoire sur ces pierres avaient des ennemis qui, une fois l'histoire révélée, n'auraient plus l'emprise qu'ils ont sur le monde actuel. Clover arrive à la même conclusion que nous. Les gens d'il y a 800 ans, donc Joy Boy et ses nakama, ont décidé d'écrire la vérité sur l'histoire sur des pierres indestructibles quand ils ont compris qu'ils allaient être défaits par une alliance. Une alliance qui a pris plus tard le nom du
gouvernement mondial. Donc je suis d'accord avec Clover, les poneglyphes ont bien commencé à exister il y a plus de 800 ans, sur la demande sûrement de Joy Boy qui ne voulait pas que le gouvernement efface toute l'histoire et modifie les versions de l'histoire existantes. Le professeur Clover fait bien la liaison entre ces gens qui ont décidé d'inscrire l'histoire sur les poneglyphes et l'ancien royaume que le gouvernement a décidé de détruire parce qu'il leur posait problème. Il va même jusqu'à dire que la chose essentielle qui est la clé de tous les mystères, c'est le nom de ce royaume. Un nom donc significatif qui n'a pas pu être prononcé par Clover car le Gorosei a directement ordonné à ce qu'il soit tué. Pourquoi pas un nom résonnant comme le Di, qui est aussi une clé pour l'histoire du siècle oublié. On pourrait même supposer que ce royaume s'appelle réellement le royaume de Di, un royaume donc duquel descendent toutes les familles de Di. Des familles considérées comme les ennemis des dieux, donc les ennemis des Tenryubito qui ont à mon sens détruit ce royaume de Di pour prendre leur place de souverain sur le monde. Cet ancien royaume, le royaume de Di, avait donc un roi qui ne serait nul autre que Joy Boy. Un royaume si gigantesque qu'on y retrouvait plusieurs races et qui abritait donc des familles qui, pour démontrer leur appartenance au royaume, avaient cette lettre Di intégrée à leur nom de famille. On peut même supposer que ces familles de Di étaient des familles de nobles du royaume. Et ça, j'ai une théorie très intéressante à vous partager, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. La guerre décisive contre Im-sama. Nous sommes 800 ans auparavant, l'équipage de Joy Boy et lui-même découvrent quelque chose sur le gouvernement mondial et plus précisément sur Im. Ou encore, ils sont les ennemis du gouvernement mondial étant les habitants de l'ancien royaume. Le gouvernement mondial ne veut plus les laisser être le plus grand royaume et être les leaders du monde. Ils souhaitent prendre leur place. La grandeur est arrivée et le temps est sur le point de changer, au point que même plus de 8 siècles après, ça restera ancré dans l'histoire du monde. La grande bataille entre Joy Boy et le gouvernement se passe, Im ayant réussi à atteindre un stade dépassant l'imaginaire au vu de son immortalité. Le gouvernement finit par triompher. Seulement, Joy Boy n'habitait pas qu'un corps. Il est une entité à part entière qui ne peut disparaître jusqu'au jour où le nouveau Joy Boy recevra ce titre. Non pas une réincarnation, mais simplement une volonté transmise à une personne qui réunit toutes les conditions, un Di. Joy Boy savait d'avance ce qui allait se dérouler et il sait d'avance qu'un jeune homme portant le Di accomplira ce qu'il n'a pas pu. Il se fait tuer et son énorme chapeau de paille finit gardé à Marie-Joase comme signe de pouvoir pour le gouvernement et surtout pour Im-sama. Zunisha se voit maudit, Toki fuit grâce à son fruit du démon et la princesse sirène retourne chez elle. Et c'était ce qu'il devait faire. Le Kozuki de l'équipage devait transmettre ses connaissances des poneglyphes à son héritier et fermer les frontières de son pays Wano Kuni. La princesse sirène, quant à elle, devait prévenir son peuple de la promesse de Joy Boy. Toki devait voyager à travers les époques afin de trouver Wano Kuni afin d'accomplir la réalisation de la prophétie et Zunisha errait en attendant le moment venu pour intervenir. Voilà les voyageurs, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous dirait une vidéo sur Joy Boy et Im-sama? Ce ne sera pas vraiment une partie 3 étant indépendant de cette vidéo, mais les théories seront dans la continuité de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore vu mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, elles seront dans les annotations de fin. J'attends vos retours et comme d'habitude je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!